Ils ont illuminé les scènes, fasciné les caméras, électrisé les foules. Ils étaient la voix d'une génération, le visage d'une époque, l'âme d'un pays. Et pourtant, derrière les projecteurs, dans le silence des loges ou la solitude des chambres d'hôtel, un poison s'infiltrait doucement. L'alcool, les médicaments, les pilules du sommeil ou de l'oubli. Serge Gainsbourg buvait du rhum comme d'autres respiraient. Dalida avalait des somnifères comme on avale des regrets. Renaud, autrefois rebelle flamboyant, ne chantait plus que ses douleurs. Le public les acclamait, les médias les encensaient, mais qui les écoutait vraiment quand ils s'effondraient? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler comment 20 stars françaises, adulées puis abandonnées, ont été littéralement détruites par l'alcool ou les médicaments. Une plongée dans les coulisses sombres de la célébrité, où le génie côtoie la souffrance et où chaque cachet peut être le dernier. Serge Gainsbourg, le génie noyé dans l'alcool. Il était l'enfant terrible de la chanson française, le provocateur sublime, l'artiste insaisissable. Serge Gainsbourg, avec sa voix de cendre et ses mots de feu, a redéfini la poésie musicale en y injectant une dose létale d'érotisme, de cynisme et de génie. Mais derrière les chefs-d'œuvre comme Je t'aime, moi non plus, ou L'homme à tête de chou, se cachait un homme en guerre contre lui-même. Gainsbourg ne se séparait jamais de sa bouteille de whisky, qu'il appelait affectueusement son meilleur ami. L'alcool n'était pas un excès, c'était un style de vie. À la télévision, il se présentait ivre, lançant des phrases devenues cultes, comme lorsqu'il dit à Whitney Houston qu'il voulait la baiser en direct. Ce n'était plus de la provocation, c'était une lente autodestruction sous les applaudissements. Ses relations furent tout aussi chaotiques, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Bambou, toutes marquées par l'instabilité. Il mourut en 1991 d'une crise cardiaque seul dans son hôtel particulier de la rue de Verneuil. Dans ces dernières années, on ne parlait plus de ses chansons, mais de ses excès. La légende était vivante, mais déjà consumée. Édith Piaf, la voix d'or brisée par la douleur. Elle était la môme, l'icône absolue de la chanson française. Cette voix tremblante qui chantait « La vie en rose » ou « Non, je ne regrette rien » et faisait pleurer des générations entières. Mais si Édith Piaf chantait l'amour avec autant de ferveur, c'est qu'elle le cherchait désespérément. Derrière chaque note, il y avait une blessure, un vide. Et pour combler ce vide, les médicaments, les opiacés, l'alcool. Fragile depuis toujours, Piaf fut brisée à plusieurs reprises. La mort de son grand amour, Marcel Cerdan, dans un accident d'avion, les douleurs chroniques, les drames de la guerre. Pour tenir debout, elle consommait de la morphine, des calmants, des somnifères, jusqu'à devenir dépendante, prisonnière d'un cocktail chimique. Ses mariages furent fugaces, ses amitiés souvent intéressées, et son entourage la poussait à chanter même quand son corps hurlait stop. En 1963, à seulement 47 ans, Édith Piaf s'éteignit, rongée par la maladie, le chagrin et les médicaments. Son cercueil fut transporté clandestinement à Paris car l'Église refusait de bénir une toxicomane. Même dans la mort, elle restait dérangeante et pourtant inoubliable. Renaud, le chanteur rebelle brisé par la bouteille. Il avait le verbe haut, le cœur tendre et la rage des faubourgs. Renaud, le chanteur énervant, fut la voix des marginaux, des amoureux déçus et des idéalistes perdus. Avec Mistral gagnant ou Manu, il toucha des millions de cœurs. Mais derrière ses textes sensibles et ses coups de gueule se cachait une lente noyade dans l'alcool. Depuis les années 1990, l'ombre remplaçait peu à peu la lumière. Rongé par le divorce, les désillusions politiques et une hypersensibilité maladive, Renaud trouva dans le pastis un refuge. Il ne buvait pas pour faire la fête, mais pour oublier. Très vite, la dépendance prit le dessus. Son visage se marqua, sa voix se cassa, sa santé déclina. En public, il apparaissait titubant, confus, parfois humilié. Il tenta plusieurs cures de désintoxication, mais les rechutes furent nombreuses. Même son grand retour en 2016, avec Toujours debout, avait un goût amer. Il était là, mais diminué. Aujourd'hui encore, chaque apparition publique inquiète. Renaud est vivant, mais abîmé. Son combat contre l'alcool est devenu aussi emblématique que ses chansons. Un héros fatigué, qui chante peut-être encore, mais dans le silence de ses douleurs. Jacques Brel,
le poète consumé par la cigarette et les injections. Il chantait la passion à en hurler, l'amour à en saigner, la mort à en trembler. Jacques Brel, ce géant du verbe, ce volcan d'émotions brutes, a offert à la France et au monde des chefs-d'œuvre intemporels comme Ne me quitte pas, Amsterdam, Quand on n'a que l'amour. Mais ce don absolu avait un prix, son corps, et pour continuer à donner, il l'a brûlé sans relâche. Brel fumait jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour, un rythme suicidaire. Ajoutez à cela une vie de tournée harassante, une peur du vide permanente et bientôt une dépendance aux anesthésiques et aux médicaments pour calmer les douleurs, les angoisses, la fatigue. Son énergie scénique surhumaine était alimentée par une volonté de tout donner, quitte à se consumer. À 38 ans, il arrête brutalement la scène. À 45, on lui diagnostique un cancer du poumon. Il tente des traitements lourds, mais continue de fumer en cachette. Il meurt en 1978 à seulement 49 ans. Il avait fui les projecteurs, mais l'on découvre qu'il avait enregistré un dernier album secret comme une ultime confession. La voix s'éteignait, mais le cri restait. Jean Gabin, le monument rongé par le whisky et le mutisme. Il incarnait la virilité à la française, l'autorité tranquille, le regard d'acier sous la casquette. Jean Gabin, c'était la grande illusion, le quai des brumes, le clan des Siciliens. Une légende du cinéma hexagonal. Mais si à l'écran il semblait inébranlable, dans la vie, Gabin cachait ses blessures sous un silence épais et des litres de whisky. Derrière ses rôles de flic ou de truand, se profilait un homme mélancolique, pudique, presque fuyant. Après la guerre, il se renferme, boit seul dans sa grande propriété normande. Il ne faisait pas de scandale en public, mais se détruisait à petit feu dans l'ombre. À force d'alcool et de repli, Gabin devient un géant fatigué, prisonnier de son image. Ses rapports avec ses enfants furent distants. Son couple discret n'échappa pas à la routine. Dans ces dernières années, il ne sortait presque plus. Il meurt en 1976 d'une leucémie, affaibli et isolé, refusant toute cérémonie religieuse. Gabin voulait mourir comme il avait vécu, dans la pudeur. Mais personne n'ignorait que derrière ce mutisme coulait une détresse muette et alcoolisée. Patrick Devers, le comédien fragile qui a choisi la fin. Il était l'une des plus grandes promesses du cinéma français des années 70. Un acteur à fleur de peau, à la sincérité désarmante, capable de se mettre à nu, au sens propre comme au figuré, dans des rôles intenses et torturés. Patrick Devers n'était pas qu'un comédien, c'était un écorché vif. Et c'est justement cette hypersensibilité qui l'a mené au bord du gouffre, puis au-delà. Rongé par une douleur intérieure jamais vraiment nommée, Devers se réfugie dans les antidépresseurs, les anxiolytiques, parfois la cocaïne. Il est pris dans un tourbillon de films, de pression médiatique, de relations instables. La rupture brutale avec Miou Miou, la mère de sa fille, le plonge dans un profond désespoir. Il boit, il s'effondre, il s'accroche. Mais le 16 juillet 1982, à 35 ans, Patrick Devers met fin à ses jours d'une balle dans la tête, chez lui, à Paris. Le choc est immense. Aucun mot d'adieu, juste le silence. Le cinéma perdait un immense talent et la France découvrait trop tard que sous les feux des projecteurs, certains brûlaient plus vite que les autres. Gérard Blain, l'acteur oublié, miné par l'alcool et l'amertume. Il fut l'un des visages marquants du cinéma français des années 1950 et 1960, souvent associé à la Nouvelle Vague. Adulé pour son intensité brute et son regard sombre, Gérard Blain avait tout pour durer. Il tourna avec les plus grands, incarna des personnages tourmentés, complexes, loin des héros lisses. Mais cette gravité qu'il portait à l'écran ne le quittait jamais vraiment hors caméra. Au fil des années, les rôles se raréfièrent. Le téléphone sonna de moins en moins. L'acteur, blessé dans son orgueil et son identité, glissa lentement vers l'alcool. Ce n'était pas une ivresse festive, mais une boisson amère, quotidienne, destinée à faire taire la frustration et le sentiment d'avoir été trahi par un milieu qui l'avait servi avec sincérité. Sa vie personnelle se délita. Les relations devinrent conflictuelles, l'isolement s'installa.
Gérard Blain se replia sur lui-même, parlant souvent de son amertume face à l'oubli. Il mourut en 2000, à 75 ans, loin de l'agitation médiatique, presque dans l'indifférence générale. Un destin cruel pour un acteur qui avait tant donné, mais que l'alcool et l'amertume avaient lentement effacé. Bernard Blier, le second rôle de génie rongé par les excès. Son visage rond, sa voix grave, ses répliques mordantes, Bernard Blier était de ces acteurs qu'on ne peut oublier. Incontournable du cinéma français, il a joué dans plus de 180 films, aux côtés de Ventura, Gabin ou de Funès. Toujours brillant, souvent drôle, parfois glaçant. Mais derrière cet humour bonhomme et cette présence rassurante, se cachait un homme fragile, surmené et de plus en plus dépendant. À mesure que sa carrière explosait, Blier compensait la pression par une routine bien connue dans le milieu. Apéro trop long, repas trop lourds, verre trop plein. L'alcool faisait partie du décor, puis il devint un besoin. L'homme jovial du public était en réalité un colosse fatigué, souffrant de troubles digestifs et cardiaques liés à ses excès. La relation avec son fils, Bertrand Blier, réalisateur de renom, oscillait entre admiration et tension. Il voulait en faire plus, mieux, mais son corps le trahissait. En 1989, après des mois de maladie, Bernard Blier s'éteint à Saint-Cloud à 73 ans. Il avait tout connu, les succès, la reconnaissance, l'amour du public. Mais il n'a jamais su ou voulu dire non aux démons liquides qui l'accompagnaient. Maurice Ronet, le dandy hanté par ses fantômes. Il avait ce regard mélancolique, cette élégance troublante, cette nonchalance qui fascinait les caméras. Maurice Ronet, c'était l'anti-héros par excellence, l'homme mystérieux qui séduisait sans effort, mais dont on devinait qu'il cachait une faille. Inoubliable dans Le Feu follet, où il incarnait un alcoolique au bord du suicide, un rôle prophétique. Car Ronet ne jouait pas, il vivait ce mal-être. L'alcool devint rapidement son compagnon quotidien. Derrière les fêtes parisiennes, les tournages internationaux, il y avait la solitude, le doute artistique, et surtout une dépression rampante. Il buvait pour apaiser une angoisse chronique, pour oublier qu'il ne croyait plus ni en lui, ni en le monde. Ses relations amoureuses furent souvent orageuses. Il eut un fils, mais resta distant. Dans ces dernières années, les rôles s'espacèrent, son aura déclina. Il meurt en 1983 d'un cancer foudroyant à 55 ans, après avoir vécu ces dernières années dans un isolement presque total. Maurice Ronet, ce dandy tragique, semble avoir été avalé par le même feu intérieur qu'il incarnait à l'écran. Jean-Yann, l'humoriste acerbe rongé par les excès. Il faisait rire la France avec sa mauvaise foi légendaire, ses provocations cinglantes et son regard désabusé sur la société. Jean-Yann, c'était l'intelligence brute au service de l'ironie. Comédien, réalisateur, chroniqueur, il excellait dans tous les domaines. Mais derrière le sarcasme et les punchlines, un autre homme se battait en silence. Yann souffrait d'angoisse chronique, qu'il dissimulait par un humour tranchant et un rythme de vie effréné. Les nuits blanches, les excès de table, les verres trop nombreux faisaient partie de son quotidien. L'alcool n'était pas un plaisir, c'était un mécanisme de défense, une barrière contre le vide intérieur qu'il ne voulait pas affronter. Brillant mais épuisé, il se montrait de plus en plus agressif, cynique, parfois cruel même avec ses proches. Les relations s'effritaient, les rendez-vous médicaux se multipliaient. Il meurt en 2003 d'un malaise cardiaque, à 69 ans, dans l'anonymat relatif d'une maison de campagne. Aucun adieu spectaculaire. Jean-Yann avait vécu à contre-courant et s'est éteint de la même manière, abruptement, discrètement, rongé par ses démons. Loana, de star de la télé-réalité à naufragé médiatique. Elle fut la toute première grande vedette de la télé-réalité française. En 2001, Loana éclabousse les écrans avec Loft Story. Blonde platine, naïve, sensuelle, elle incarne soudain une nouvelle forme de célébrité, instantanée et médiatique. Tout le monde la connaît, tout le monde parle d'elle. Mais sous les paillettes, la chute commence déjà.
Mal préparée à la célébrité, Loana sombre rapidement dans les pièges les plus cruels du show business. Drogue, alcool, relations toxiques, violences conjugales, son existence devient un feuilleton dramatique bien loin des tapis rouges. Hospitalisation à répétition, tentative de suicide, cure de désintoxication, elle raconte tout, parfois même trop, dans les médias qui se régalent de ses chutes. Son corps change, sa voix tremble, mais elle continue d'espérer un retour, une rédemption. Loana devient un symbole, celui d'une célébrité qui dévore ses enfants. Aujourd'hui encore, elle tente de se reconstruire, mais le regard du public, entre pitié et moquerie, ne lui laisse que peu de répit. Elle est vivante, certes, mais combien de fois a-t-elle failli ne plus l'être? Franck Dubosc, le comique au sourire brisé de l'intérieur. Sur scène, il incarne l'homme sûr de lui, dragueur, rigolard, roi de la réplique absurde. Franck Dubosc, c'est le rire facile, le clin d'œil charmeur, l'humour populaire. Mais derrière ce masque brillant de paillettes et d'autodérision se cache un homme profondément tourmenté, rongé par des douleurs anciennes et une dépendance longtemps tue. Issu d'une enfance marquée par la honte sociale, il a souvent dit avoir grandi dans une pauvreté qu'il voulait cacher. Dubosc a très tôt utilisé l'humour comme bouclier. Mais avec le succès sont venues les angoisses, la pression d'être drôle à tout prix. Et pour tenir, il a fini par céder à une spirale d'excès, l'alcool d'abord, les somnifères ensuite, parfois les deux en même temps. Lui-même l'a avoué tardivement. Il buvait seul, en cachette, même lors de tournées triomphales. Son sourire n'était qu'une façade. Aujourd'hui sobre, Dubosc parle ouvertement de sa thérapie, de ses rechutes, de cette douleur qu'il continue de porter. Il fait encore rire, mais le rire n'a plus la même légèreté. Le clown, un jour, a failli ne plus se relever. Florent Pagny, la voix puissante, affaiblie par les abus et la maladie. Il est l'une des plus grandes voix de la chanson française. Savoir aimer, ma liberté de penser et un jour une femme. Florent Pagny a transcendé les genres, chanté l'amour, la colère, l'espoir. Mais derrière cette puissance vocale hors norme, un combat bien plus intime s'est joué, loin des projecteurs. Un combat contre lui-même, contre ses excès, puis contre la maladie. Dans les années 2000, alors au sommet de sa carrière, Pagny enchaîne les concerts, les albums, les interviews. Mais cette frénésie cache un mal-être qu'il noie dans l'alcool et les anxiolytiques. Il le reconnaît lui-même. Il buvait pour s'anesthésier, pour calmer une anxiété chronique, une fatigue profonde. L'image du chanteur solaire masquait des nuits sans sommeil et des habitudes destructrices. En 2022, coup de tonnerre. Il annonce être atteint d'un cancer du poumon. Une maladie foudroyante qui, ironie du sort, attaque l'instrument même de son art. Il entame alors un traitement lourd, s'éloigne de la scène. Malgré tout, il refuse de se laisser abattre. Mais entre les lignes de ses interviews, on lit l'usure d'un homme marqué, par la vie, par les abus, par le silence. Daniel Guichard, le chanteur populaire en lutte contre l'oubli et les excès. Avec sa voix rocailleuse et ses textes empreints de tendresse et de nostalgie, Daniel Guichard a conquis le cœur des Français avec des titres comme Mon vieux ou La tendresse. Symbole du chanteur proche du peuple, il incarne une France populaire, sincère, simple. Mais cette simplicité cachait des failles profondes, et l'alcool, une fois de plus, s'est installé comme une ombre familière dans sa vie. Au fil des années, Guichard a vu son étoile pâlir. Les salles se remplissaient moins, les radios passaient ses chansons plus rarement. Il en souffrait, mais n'en parlait que par allusion. L'alcool est devenu un refuge discret, jamais spectaculaire, mais constant. Il s'en servait pour tenir, pour oublier l'époque où il était acclamé. Ses relations avec l'industrie musicale se sont dégradées. Il dénonçait la superficialité du milieu, refusait les compromissions. Cette posture franche mais solitaire l'a isolé peu à peu. Malgré quelques tentatives de retour, il restait un artiste en marge, en colère, fatigué. Aujourd'hui encore, il vit retiré, discret, mais son regard trahit la lassitude d'un homme qui a trop donné, trop perdu et trop bu pour continuer à espérer. Hugues Aufray, le troubadour vieillissant, usé par la solitude et les médicaments. Il fut le Bob Dylan français, le poète à la guitare,
le messager d'une génération qui rêvait de liberté et de fraternité. Avec Santiano, Céline ou Stoubol, Hugo Frey fit chanter la France entière, des enfants aux grands-parents. Toujours souriant, fidèle à son image d'homme simple et droit. Mais derrière cette longévité scénique hors du commun, les blessures du temps se sont faites plus lourdes. Très discret sur sa vie privée, Auffray a pourtant traversé des périodes d'angoisse intense et de profonde solitude. À mesure que les amis partaient, que les proches disparaissaient, il s'est replié sur lui-même. Les médicaments sont devenus nécessaires pour tenir debout, pour calmer les douleurs de l'âge, mais aussi les insomnies, l'anxiété. Loin des excès tapageurs, il s'est laissé glisser dans une forme d'effacement doux amer. Bien qu'il continue parfois d'apparaître en public, sa voix a perdu de sa clarté, son regard de sa flamme. À 97 ans, Hugo Frey incarne la beauté fanée du temps qui passe et les ravages silencieux d'une dépendance médicalisée qu'on ose à peine nommer. Le corps est encore là, mais l'âme peut-être chante déjà ailleurs. Mike Brand, l'idole brisée, victime d'un mal-être profond. Il avait tout pour lui. Une beauté solaire, une voix d'ange, un accent exotique qui faisait chavirer les cœurs. Mike Brand, jeune Israélien devenu star en France, faisait fondre les foules avec « Laisse-moi t'aimer » ou « C'est ma prière ». En quelques mois, il devient l'idole absolue. Mais cette ascension fulgurante masquait une fragilité abyssale que ni l'amour du public ni le succès ne suffiront à guérir. Dès l'enfance, Mike porte les traumatismes de ses parents, rescapés de la Shoah. Hypersensible, sujet à des crises d'angoisse violentes, il se réfugie dans les calmants, les antidépresseurs. Loin d'être festif, son rapport aux médicaments est celui d'un homme à bout. À cela s'ajoute l'isolement, le poids du succès, la peur constante de ne pas être à la hauteur. En 1974, il tente une première fois de se défenestrer et survit miraculeusement. Mais le 25 avril 1975, un an plus tard, il saute à nouveau du 6e étage d'un immeuble parisien. Cette fois, c'est la fin. Mike Brand n'avait que 28 ans. Il laisse derrière lui des fans en état de choc et une question brûlante, comment une lumière si éclatante a-t-elle pu s'éteindre aussi vite ? Dalida, l'icône lumineuse rongée par les ténèbres. Elle était la diva aux 1000 robes, la star internationale, l'égérie d'une France glamour et cosmopolite. Dalida brillait sur scène comme peu d'artistes avant elle. Sa voix, sa présence, sa beauté fascinaient. Et pourtant, derrière le sourire éclatant, une douleur sans fond grandissait. Une douleur qu'elle tenta de noyer dans les somnifères, les tranquillisants et une quête d'amour toujours déçue. Les drames se succèdent dans sa vie comme une malédiction. Luigi Tenco, son compagnon, se suicide en 1967. Elle découvre son corps. Quelques années plus tard, 2 autres hommes de sa vie mettront également fin à leur jour. Elle-même fait une première tentative en 1967, mais le monde continue à l'applaudir, ignorant ce que cache l'éclat de ses yeux. Pour tenir, Dalida avale chaque jour des cocktails de médicaments, anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs. Elle chante « Je suis malade, il venait d'avoir 18 ans, pour ne pas vivre seul », des confessions à peine voilées. Le 3 mai 1987, elle laisse un mot simple « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Puis elle s'endort pour toujours. Sa disparition bouleverse la planète. Dalida était adulée, mais terriblement seule. Claude François, le perfectionniste tyrannisé par ses propres excès. Il était une machine à tubes, un travailleur obsessionnel, un séducteur insatiable. Claude François, Clo-Clo, vivait à 100 à l'heure. Comme d'habitude, Alexandrie Alexandra, le lundi au soleil. Derrière les chorégraphies millimétrées et le sourire impeccable, se cachait un homme épuisé, sous pression permanente, incapable de s'arrêter. Et pour tenir ce rythme infernal, l'alcool et les médicaments faisaient partie du décor. Claude François dormait peu, exigeait tout de lui-même et des autres.
Les somnifères l'aidaient à s'effondrer la nuit, les excitant à repartir le matin. Son entourage parlait d'un homme anxieux, colérique, obsédé par le contrôle, vivant dans une tension constante. Les relations sentimentales étaient instables, souvent douloureuses, marquées par la jalousie et la peur de l'abandon. Le 11 mars 1978, à 39 ans, il meurt électrocuté dans sa salle de bain, officiellement par accident. Mais cette fin brutale choque la France entière. Beaucoup y voient le symbole ultime d'une vie vécue trop vite, trop fort, sans jamais lever le pied. Claude François laissait derrière lui un empire musical et l'image d'un homme détruit par ses propres exigences. Jean-Pierre Marielle, le géant discret, rongé par l'amertume et l'alcool. Voix grave, silhouette imposante, regard malicieux, Jean-Pierre Marielle était l'un des plus grands comédiens français, aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame. Il incarnait une certaine élégance à la française, teintée d'ironie. Mais derrière ce flegme séduisant se cachait un homme en proie à une mélancolie sourde et à une vieille compagne silencieuse, l'alcool. Marielle buvait, souvent, depuis longtemps, non pas pour faire le spectacle, mais pour calmer une angoisse existentielle qui le rongeait. Il disait avec humour que l'alcool l'avait aidé à faire carrière, mais avec le temps, les excès laissaient des traces sur son corps, sa mémoire, sa lucidité. Ses proches évoquaient un homme profondément lucide, parfois désabusé, qui parlait peu de ses douleurs. Ses dernières années furent marquées par le retrait, la maladie et une lente disparition de la vie publique. Il meurt en 2019, à 87 ans, dans une relative discrétion. La France salua sa carrière, mais peu mesurèrent combien l'homme, derrière l'acteur, s'était lentement effacé, usé par les habitudes, les regrets et les vers partagés dans la solitude. Philippe Léotard, le poète maudit consumé par les paradis artificiels. Acteur intense, écrivain torturé, chanteur à la voix rauque, Philippe Léotard était de ces artistes inclassables, brillants, insaisissables. Il portait sur lui les stigmates d'un monde intérieur en feu. Dans La Balance, Liberté la nuit, ou dans ses albums empreints de douleur et de révolte, il incarnait une vérité nue. Mais cette vérité était aussi sa malédiction. Très tôt, Léotard glisse dans une spirale de dépendance, alcool, drogue, médicaments. Il appelait cela ses béquilles de survie. Il vivait dans un entre-deux permanent entre lucidité tranchante et dérive hallucinée. Sa poésie, aussi belle que sombre, témoignait d'un mal de vivre profond. Il disait lui-même « Je me suis brûlé de l'intérieur ». Ses relations personnelles étaient chaotiques, marquées par la distance et l'errance. Il vécut à la marge, entre fulgurance artistique et autodestruction silencieuse. En 2001, il meurt à 60 ans des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par des années d'excès. Sa disparition passa presque inaperçue, comme s'il avait toujours été trop dérangeant pour qu'on le pleure à voix haute. Et pourtant, il était de ceux dont le cri continue d'échoer longtemps après le silence. Ils nous ont fait rire, pleurer, rêver. Ils ont rempli des stades, des théâtres, des écrans. Ils ont été acclamés, aimés, parfois adulés. Et pourtant, l'alcool, les médicaments, les tranquillisants, les somnifères ont fini par les rattraper. Un à un, ils ont chuté, discrètement ou brutalement, dans l'indifférence ou sous les flashs. Comme si le prix à payer pour briller était de se brûler de l'intérieur. Ces 20 artistes, chacun à sa manière, racontent la même histoire, celle d'une société qui exige tout de ses icônes, mais oublie de les protéger. Derrière chaque succès, il y avait une faille. Derrière chaque lumière, une ombre. Ont-ils été victimes de leur époque, de leur solitude ou de notre silence collectif ? Aujourd'hui, il ne reste que des chansons, des films, des souvenirs et cette question dérangeante. Aurions-nous pu les sauver ? Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que leur douleur, aussi intime soit-elle, mérite d'être reconnue. Car ces artistes n'étaient pas invincibles, ils étaient humains. Et si la gloire les a rendus immortels, leur souffrance, elle,
les a rendus tragiquement réels.